avantages économiques. Donc, c'est toutes sortes de paramètres, puis ça fait appel évidemment aux questions des inégalités qui sont héritées de l'époque coloniale et qui sont encore bien présentes aujourd'hui. Ça fait appel aussi aux impacts qui sont ressentis différemment dans différents endroits du monde, dépendamment des ressources aussi. Donc, c'est vraiment ce sujet-là de la juste part, à mon sens, est un des plus épineux dans la question des changements, de la lutte au changement climatique. Donc, je suis bien heureux d'animer ce panel-là. Je vais juste vous présenter rapidement nos panélistes. Je suis content de retrouver plusieurs personnes parmi eux et elles avec qui j'ai eu la joie et la chance de travailler pendant plusieurs années quand j'étais à la Fondation David Suzuki, puis que je considère encore comme des amis et des collègues. D'abord, Kristen Holtz, qui est associée de recherche principale au Climate Equity Reference Project et à la direction générale du Climate Equity Reference Project Canada. François Geoffroy, qui est cofondateur et porte-parole de la Planète s'invite au Parlement. Salut François. Alix Ruhlmann, qui est citoyenne engagée, qui a pris part à 3 COP ou négociations climatiques internationales. Caroline Brouillette, qui est directrice des politiques domestiques pour le réseau Action Climat Canada ou CANRAC. Salut Caroline. Et finalement, dernier non le moindre, Patrick Rondeau, conseiller syndical environnement et transition juste à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Donc, bonjour à vous, 1, 2, 3, 4, 5, à vous 5. Très heureux qu'on ait un panel aussi relevé et avec autant d'expertise que le vôtre aujourd'hui. Alors, si vous voulez, je commencerai par une question à vous tous et toutes. Et ce serait simplement, puis je vous demanderai d'être très bref dans vos réponses. On m'a demandé de vous limiter à 3 minutes, parce que si vous dépassez chacun de 2 minutes, bien, il y aura 20 minutes, il y aura 10 minutes de moins à la fin pour les échanges avec les participants et participantes. À votre avis, en quelques mots, pouvez-vous décrire ce serait quoi le concept de la juste part pour le Québec? Donc, qu'est-ce que ce serait la juste part du Québec pour vous? Et je ne sais pas si on a des volontaires pour démarrer. François, j'ai vu ta caméra s'allumer, fait que je pense que c'est toi qui vas y aller en premier. Je me fais désigner. OK. OK. Je vais répondre rapidement. Moi, j'ai envie de répondre un peu à côté de la question. Je fais ça des fois. Je lisais le rapport de recherche de Christian qui va nous présenter tout à l'heure, puis je suis tombé sur un passage que j'ai trouvé particulièrement intéressant où il compare le principe de la juste part à la progressivité de l'impôt, en disant toujours que, comme dans notre système d'impôt, ceux qui gagnent plus doivent contribuer davantage. Alors, Christian soulignait dans son rapport que les pays les plus riches doivent contribuer davantage, ce que tu disais tout à l'heure, Karel, mais aussi que les individus les plus riches doivent contribuer davantage, et ça, peu importe leur pays de résidence. Alors, ça, je pense que c'est important de le souligner, que la juste part, ce n'est pas juste une question nationale, c'est aussi, et c'est peut-être même davantage, une question de classe sociale. Et tout à l'heure, dans mon intervention, c'est autour de cette question-là que j'aimerais nous inviter à réfléchir. Hey, merci. Belle discipline, François. J'apprécie beaucoup. Caroline, je te vois aussi, fait que à ton tour. Oui, merci Karel, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Je pense que pour simplifier, parce que je sais que Christian va nous emmener dans les technicalités avec beaucoup d'aplomb sous peu. Je pense que pour moi, la question de la juste part, c'est vraiment dans notre façon de cadrer la question de la crise climatique, sur le fait que c'est d'abord et avant tout un enjeu lié à la justice. Donc, pour moi, c'est ça la juste part, c'est de mettre les considérations d'équité, qu'elles soient fiscales à l'intérieur d'une société, comme disait François, mais aussi d'un point de vue d'équité et de solidarité internationale. Oui, je ne suis pas muté. Patrick, je t'ai vu apparaître. C'est merveilleux, vous apparaissez tous un après l'autre. Comme par magie, oui.
on va tous tourner, j'ai l'impression, un peu autour du même sujet, mais sans tomber dans les textes très techniques de l'accord de Paris, on parle beaucoup de responsabilités communes, mais différenciées selon les moyens. Et je pense que ça prend tout son sens à ce stade-ci. Ça signifie que nos actions, peu importe où nous sommes, ont un impact sur les autres et nous devons en tenir compte et agir en conséquence. Et on sait, par exemple, au Québec, notre empreinte écologique par capita, elle est immense. Et à un certain moment donné, je me souviens, j'avais fait une soirée où j'animais un cabaret politique et il y avait parmi les personnes qui étaient là, qui organisaient le cabaret, une de ces personnes-là, sa mère adoptive était présente. Et sa mère adoptive vient du Honduras. Et ça portait sur l'environnement. Et j'avais rapidement regardé ce que ça donnait. Et on se rend compte que le Honduras subit tellement plus d'effets que nous sur les changements climatiques, mais leur empreinte écologique par capita est 13 fois moins importante que la nôtre au Canada. Donc, ça démontre à quel point toutes nos actions sur une base individuelle et collective ont un impact et c'est un écosystème global dans lequel nous évoluons et que nous devons prendre tout à fait la pleine mesure. Merci. Je passerai à toi, Alix. Merci. Mais dans le fond, moi, je trouve que la juste part, c'est un peu le moment où on vient rentrer la question sociale, un peu comme disait Caroline, un peu la question éthique, morale dans cette question climatique qui peut paraître vraiment très scientifique puis cadrée dans des chiffres et des modèles. Puis c'est aussi le moment où on se rend compte, dans le fond, que c'est tout le modèle de la société, toutes les valeurs qui sous-tendent la société, puis le modèle systémique qu'on a qui, en fait, nous a amenés dans cette inégalité-là. Puis si on veut créer quelque chose qui est juste, bien, peut-être qu'il faut qu'on remette en question plus profondément, dans le fond, les valeurs qui sous-tendent la société, parce qu'on réalise, en fait, que c'est la société, le modèle qu'on a actuellement qui nous a amenés à cette situation d'extrême inégalité dont tu parlais, Karel, où bon, les pays qui ont historiquement pollué, ben, c'est eux qui en subissent les moins grandes conséquences. Donc, c'est le moment, je pense, de réaliser que, bon, on a fait des erreurs dans le passé, puis là, c'est le moment peut-être de trouver une façon de faire mieux. Donc, voilà, je dirais avec ça. Merci, Alix. And last but not least, Christian, I guess, I'd ask you maybe to... Je vais vous poser la question peut-être de nous donner quelques commentaires et ensuite vous pouvez continuer avec votre présentation. Oui. Merci. Tout le monde est ici. La question de la juste part et d'équité, pour moi, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à ça, c'est parce qu'on reconnaît que les changements climatiques ou l'urgence climatique ne peut être résolue que si toutes les personnes dans tout le monde, dans tous les pays, travaillent ensemble, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas d'autre façon de faire. On ne peut pas imaginer une autre façon de le faire. Donc, si on travaille ensemble avec les gens, alors si on se fait confiance, tout le monde a besoin de voir aussi que les autres font leur part, enfin, en gros, ils ont une contribution juste, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas prêt à contribuer beaucoup si mon voisin est assis et boit de la bière, n'est-ce pas? Bon, je vais me joindre à lui, non? Mais le boulot n'est pas fait. Alors, c'est comme ça, c'est vraiment instrumental. C'est la raison clé pour laquelle ça m'intéresse, outre le fait que c'est évident, c'est une question de bien moral. C'est ce qui est bien, c'est la bonne chose à faire, agir de façon juste et équitable dans ce contexte de justice. Mais aussi, il y a cet aspect instrumental qu'on ne peut pas imaginer comment on peut résoudre le problème si au moins si les autres partenaires du monde ne s'y mettent pas. Vous m'avez démarré la présentation directement. Je vais partager mon écran. Vous devriez pouvoir la voir maintenant. On m'a demandé de dire quelques mots sur le rapport, sur ce rapport. Comment partager de façon équitable cet effort. Et cet effort comporte plusieurs aspects.
Et aussi, il faut être plus résilient. Mais dans la présentation, moi, je vais mettre l'accent sur les aspects d'atténuation, de mitigation. C'est tiré du rapport de l'UNEP et qui montre ce qui est sur la table, ce qui est nécessaire de faire pour atteindre 1,5 degré, 5 degrés. Vous voyez, on a besoin d'une augmentation de 3 fois plus d'efforts, 3 fois plus d'efforts que ce qui est fait actuellement. Ça, c'est une tâche colossale et on a besoin qui va entraîner une transformation de l'économie mondiale. Plusieurs indications pointent aussi vers la technologie comme étant une source d'espoir. Un certain nombre d'indicateurs ici qui montrent que la technologie comme l'énergie renouvelable, les véhicules sans émissions, ça nous fait aller dans la bonne direction. Néanmoins, la transformation ne peut pas arriver seule. Il faut des efforts à plusieurs aspects, à plusieurs niveaux. Alors, c'est quand même un effort qu'il faut déployer. Tout cela dans un contexte, surtout dans les pays moins favorisés, dans les communautés du monde, où il y a encore des niveaux très élevés de pauvreté. On doit garder ça en esprit dans l'effort de lutter contre la crise climatique parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que des communautés qui ont des besoins vraiment plus urgents d'utiliser leur peu de ressources pour régler un problème auquel ils ont contribué très peu. Ça, c'est dans le contexte de notre réflexion sur la juste part. Les émissions de gaz à effet de serre ici vont augmenter en l'absence d'efforts. Et voyez aussi ce qui est nécessaire, selon la science, pour les maintenir à un niveau, la température à un niveau de 1,5 degré. La différence, c'est l'effort mondial ici, l'effort mondial nécessaire sur les émissions. Comment, combien de pays, combien de groupes de personnes doivent y participer? Nous, comme vous le voyez, on essaie de voir les responsabilités pour ceux qui ont créé le problème et la capacité aussi qu'ils peuvent avoir pour participer à la solution. Rien d'étonnant, les États-Unis, évidemment un pays riche, et pendant de nombreuses années, a contribué à la pollution. Alors, vous voyez, ils ont quand même une part importante. Et rien d'étonnant, l'Inde et les pays pauvres ici ont une faible ou une grande partie de la population est pauvre, n'ont pas créé le problème autant. Mais ce n'est pas zéro. C'est important que ce soit pas zéro. Ils ont quand même une part d'effort à faire. Comme je l'ai dit, on fonde nos réflexions sur les principes d'équité des Nations unies. Voici comment c'est écrit dans le traité, dans le texte du sommet et de la déclaration. Ici, le sommet de Rio, un peu plus bas. Et voyez les principes acceptés de façon mondiale. Le modèle ici qui s'est dégagé, je ne vais pas tout lire, mais simplement vous montrer qu'on considère la responsabilité, la capacité qui tient compte de la distribution interne de la recherche. Combien de pauvres, de riches, combien de classes moyennes. Alors, j'ai dit que la transition climatique doit avoir lieu dans le contexte de certains pays ou communautés qui souffrent des impacts. Donc, il faut tenir compte des besoins de ces communautés en les intégrant dans le modèle, en tenant compte des revenus des pauvres, des groupes de personnes. Quand on calcule la capacité des pays, on ne compte pas la capacité des plus pauvres pour tenir compte de développement durable à long terme. Bon, alors,
on voit les responsabilités ici. La responsabilité, ici, les émissions cumulatives qui exemptent évidemment les plus pauvres parce que ce n'est pas eux qui ont créé le problème. Notre cadre de référence, c'est sur l'équité ici. Bon, alors, c'est un cadre avec des points de vue très spécifiques qui sont exprimés et quantifiés également. Par exemple, si on regarde combien a été la contribution du pays dans cette crise, ça remonte évidemment, par exemple, à la pollution, contribution aux gaz à effet de serre. Donc, certaines indications. Je montre ici quelques incidences ici sur les résultats afin que ça puisse aussi se dégager dans notre cadre, le calculateur qui est utilisé pour faire notre cadre. Parallèlement, quand on parle de la capacité du revenu, des capacités d'un pays, on est d'accord que le revenu des pauvres doit être exempté. Mais c'est quoi le seuil de revenu qui permet de déterminer qui est pauvre et qui ne l'est pas? Qui est considéré si pauvre qu'il est réputé incapable, incapable de contribuer et de participer à la solution mondiale sur le climat, de la crise sur le climat. Dépendant du seuil qui soit établi, les différentes tranches de revenus sont exemptées selon les pays. C'est tout à fait naturel. Par exemple, parce que certains pays, les pays ont différentes économies, différents niveaux de revenus et aussi en fonction du PIB et du revenu national. Donc, ça tient compte des pauvres, des riches et ceux qui sont entre les deux. On peut aussi déterminer de traiter différemment le revenu des riches par rapport aux autres. Donc, le cadre permet ces différentes interprétations pour comprendre ce qui est juste. On pense à un système fiscal, c'est un peu où peut-être tous les pays, on n'a pas regardé tous les pays, mais il y a des exemptions de base, n'est-ce pas? Un revenu jusqu'à un certain niveau, les gens sont exemptés d'impôts. Et ensuite, plus vous gagnez un revenu élevé, plus le pourcentage d'impôts est élevé. Alors, c'est un système un peu similaire. Alors, voilà le cadre. Et maintenant, les résultats. Dans le cadre de l'étude, nous avons utilisé tous les contextes différents pour bien comprendre qu'est-ce qui pourrait être la juste part pour le Québec. Notre responsabilité, comment traiter les différents niveaux de revenus, les gens en cause. Donc, selon les différentes configurations qu'on établit ici, entre réduction entre 37 et 40 110 de réduction en dessous des niveaux de 1990. Le groupe de Québec qui ont participé à l'étude ont conclu que certains de ces contextes n'étaient pas justifiables sur le plan éthique. Alors, ils ont rejeté cela et ont dit qu'ils étaient injustes. Les résultats qui restent étaient quand même assez rapprochés. Voyez, 167 à 185. On a pris la moyenne. C'est la contribution, la juste part du Québec pour réduire les émissions mondiales afin que la température se limite à une augmentation de 1,5. Alors, c'est 178 en 2030.
Et une réduction de 168 c'est impossible, évidemment, d'ici 2030, parce qu'il reste 9 ans. Mais néanmoins, c'est quand même le pourcentage nécessaire. Et étant donné que le Québec ne peut assumer le 178 d'autres pays doivent réduire de plus que leur juste part. C'est une injustice structurelle pour régler le problème climatique, si je puis dire. Si c'est simplement la seule façon de résoudre cette crise climatique, même si c'est arrivé dans d'autres pays, c'est juste de dire que ceux qui ont les moyens doivent contribuer davantage et pour soutenir aussi ces autres pays par la finance, la technologie. Donc, dans le tableau, ici, on voit les réductions qui sont séparées en deux parties. Au moins 65 de réduction qui doit avoir lieu à l'échelle du pays. Et ensuite, l'autre 113 ça, c'est ce que Québec doit voir que les autres pays l'assument. Et voilà, brièvement, voici. Et conclusion, merci. Merci beaucoup, Christian. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran? Karel a une petite urgence de bureau, donc je vais prendre le relais. Je vais me permettre une petite question à Christian. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur le cadre méthodologique utilisé pour obtenir ces résultats? Quelle méthode a été choisie? Comment on a réussi finalement à calculer cette juste part? Can you tell us about the methodology you use to calculate Pouvez-vous nous dire quelle est la fair méthodologie share? que vous avez utilisée? Yes, I mean, yes, we like it's the climate equity reference framework, and C'est le cadre sur l'équité et on a cette idée générale que j'ai essayé d'expliquer dans ce peu de temps, mais nous avons un calculateur en ligne qui l'a calculé et cette calculatrice tient compte de données qu'on fournit, d'informations sur les inégalités dans un pays, la taille de l'économie et aussi la quantité d'émissions qu'ils ont fait dans le passé et les émissions qu'ils vont aussi ajouter dans l'avenir. Et aussi, les utilisateurs peuvent donc voir, comme je l'ai expliqué, voir quelle est la position éthique? Qu'est-ce qui est juste par rapport à historiquement, quand remontent ces émissions? Est-ce que c'est jusqu'à 1850 quand on a commencé à recueillir des données ou pire, oubliez ça. Il y en a qui ont commencé en 1950 alors que ou en 1999 quand on a décidé de faire des choses. Mais quels que soient les choix qu'on ait. Je peux partager mon écran. On va utiliser la calculatrice et voir la juste part de chaque pays. Habituellement, des pays qui sont membres des Nations unies, par exemple, pour le Québec, c'était possible. Bon. Ça nous permet de faire des choix, de déterminer, bon, il y a différents choix aussi pour limiter le réchauffement. Si vous pensez que c'est approprié, peut-être d'essayer de limiter à 2 degrés au lieu de 1,5. Personnellement, je pense que ce serait un problème, mais la calculatrice le permet
et vous devrez ensuite le justifier comme choix éthique. Mais ce calcul donne plein d'options. Il serait rejeté peut-être comme étant injuste, mais il faudra manuellement expliquer. C'est un cadre. Ce n'est pas une position éthique spécifique. J'espère que j'ai réussi à l'expliquer un peu mieux. Oui, mais merci beaucoup pour ces Thank éléments you de very much précision. for the clarification. Je vais maintenant me tourner vers les autres panélistes. Bien sûr, vous êtes appelés les uns les autres à rebondir sur vos interventions respectives. On aimerait savoir, en ce moment, on sait que le Québec, est-ce que vous estimez que le Québec et le Canada font leur juste part et quels seraient les leviers finalement pour qu'ils fassent leur juste part? Peut-être je vais ouvrir avec Caroline. Merci Gaïa, puis merci Christian pour la présentation super claire. En fait, au réseau Action Climat Canada, on se base sur l'approche du Climate Equity Reference Project qu'a décrite Christian pour évaluer c'est quoi la juste part. Là, on a parlé du Code du Québec, mais on a aussi fait l'exercice au plan du Canada. Et donc, nos demandes envers les gouvernements sont basées sur ce travail, puis ensuite, un travail entre les groupes de concertation. Comme les gens le savent peut-être, on a plus de 130 membres partout au Canada qui incluent non seulement des groupes environnementaux, mais aussi les principaux syndicats canadiens, des groupes locaux, des groupes de droits humains. Donc, c'est une très grande pente, disons-le comme ça. Et donc, un exercice de concertation autour de, ça devrait être quoi le partage entre ce qui se fait au niveau domestique en matière de réduction des émissions, parce que comme Christian le disait, c'est pas possible de faire dans le Code du Québec 178 % de réduction d'ici 2030. Et ce qui va être fait par l'entremise de la finance climatique internationale, parce qu'on le sait, et c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup au cours des 2 derniers jours à la COP, que en fait les pays du Sud ne peuvent atteindre leurs propres objectifs sans finance climatique internationale, même que pour la plupart, ils ont des contributions déterminées au niveau national conditionnelles à un financement des pays du Nord. Donc, on a fait cet exercice-là de qu'est-ce qu'on fait domestiquement, qu'est-ce qui est fait par l'entremise de la finance climatique internationale. Et c'est sur ce qu'on base notre plaidoyer. En ce moment, on est 5 ans après la signature de l'accord de Paris, donc dans un cycle d'ambition, c'est-à-dire que l'article 4.3 de l'accord nous dit qu'à chaque 5 ans, les parties doivent rehausser leurs contributions. On sait que celles du Canada et du Québec sont insuffisantes. Au niveau du Canada, en ce moment, notre cible, c'est une fourchette. Quand même intéressant, un choix d'une fourchette plutôt qu'un chiffre ferme de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. La demande du réseau Action Climat basée sur ce travail d'évaluation de la juste part, c'est 60 %. Au niveau du Québec, puis là, je tiens à le nommer, le Canada a quand même révisé, même si c'est insuffisant, sa cible au printemps dernier. Au niveau du Québec, on semble oublier qu'on s'est lié par décret à l'accord de Paris en 2016 et donc on doit rehausser notre ambition. Et donc, le premier ministre Legault va se pointer à Glasgow sans avoir fait ce que demande l'accord de Paris. Notre cible actuelle, c'est de réduire les émissions de 37,5 % sous les niveaux de 90 d'ici 2030. Et comme vous l'avez vu dans le graphique montré par Christian et que j'ai mis dans le chat, la demande du réseau et de plusieurs autres groupes, dont la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec. Je les nomme en particulier, il y en a plusieurs autres parce que Patrick est sur le panel avec moi, c'est de réduire les émissions d'au moins 65 % d'ici 2030. Donc, je vais m'arrêter là. Merci Caroline pour tous ces éléments de précision. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rebondir sur les propos de Caroline? François, j'ai vu le micro s'ouvrir. Non, ça va. Est-ce que d'autres personnes souhaitent revenir sur ces propos? Sinon, j'ai d'autres questions à vous soumettre sans problème.
J'aimerais savoir, du coup, François, je vais me tourner un peu vers toi, au niveau des mobilisations citoyennes pour justement aller vers ce changement qui est nécessaire pour atteindre cette juste part. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les leviers d'action qui existent pour atteindre cette juste part? Oui, bon, évidemment, pour atteindre cette part-là, et idéalement même la dépasser, on va devoir lutter et lutter fort. Il faut quand même se rappeler, jamais perdre de vue que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu, comme celui de la plupart des espèces vivantes, et surtout qu'on perd. Ça fait 50 ans qu'on perd, les États font des promesses, ne les remplissent jamais, les GES continuent à augmenter, la biodiversité recule, les espèces disparaissent, les forêts sont rasées, les températures augmentent, les catastrophes s'accumulent. Alors, on va devoir lutter beaucoup plus fort qu'on l'a fait jusqu'ici. Et dans n'importe quelle lutte, il y a deux éléments essentiels. Il y a ce qu'on veut, puis il y a qui peut nous le donner. Alors, quels sont nos objectifs et qui sont nos adversaires? Pour l'objectif, réalistement, en fait, j'en vois trois. On doit d'abord fermer l'industrie fossile, il faut le dire clairement. C'est une industrie qui, au Canada seulement, a des revenus annuels de plus de 100 milliards. Et donc, qui n'acceptera pas de fermer ses portes sans une pression extrêmement forte. On doit aussi ralentir l'activité économique globale. C'est le principe de la décroissance qui commence tranquillement à faire consensus, dont Alex va nous parler. Donc, ralentir l'activité économique de façon à économiser l'énergie et les ressources. On le sait qu'on consomme les ressources beaucoup plus vite qu'elles peuvent se régénérer. On sait aussi qu'on doit réduire notre consommation d'énergie globalement d'environ 40 % si on se fie à la version coulée du volet 3 du rapport du GIEC. Donc, 40 % au niveau global, beaucoup plus dans les pays du Nord. On le sait, c'est conséquent avec ce que des chercheurs nous disent depuis déjà plusieurs années, si je pense par exemple à Richard Heinberg. Et donc, ce genre de transformation-là de notre système, de l'avis d'un nombre croissant de chercheurs, ça suppose ni plus ni moins qu'une sortie du capitalisme. On sait aussi qu'on doit forcer les plus riches à accepter une hausse massive de leur taux d'imposition pour financer la transition, ce qu'ils n'ont jamais accepté de faire, jamais dans l'histoire, à moins d'avoir été mis au pied du mur. Et là, on le voit présentement avec le plan de transition qui est sur la table aux États-Unis. On voit que des corporations comme Apple et Disney, même si elles mettent de l'avant à l'interne des objectifs de carboneutralité, présentement, elles sont en train de dépenser des fortunes en lobbying pour bloquer le plan de transition de l'administration Biden. Pourquoi? Parce que le plan suppose de hausser l'impôt des grandes fortunes. Alors, je résume nos objectifs. Il faut fermer l'industrie fossile, il faut sortir du capitalisme et il faut faire payer les riches. Rien que ça, si on veut avoir une chance de s'en sortir. Maintenant, allons voir du côté de nos adversaires. Alors, évidemment, si on doit faire payer les riches, c'est nos adversaires principaux. On a aussi intérêt à se rappeler qui contribuent démesurément à la crise en cours. Un petit rappel, l'empreinte carbone moyenne d'un individu sur le globe, c'est de 5 tonnes par année. Pour un Nord-Américain, on monte à peu près 15 tonnes par année. Il y a quelques mois, The Conversation a réalisé une enquête pour évaluer l'empreinte carbone de 20 milliardaires au sujet desquels on avait un peu d'informations. La moyenne de leur empreinte carbone, c'est 8 000 tonnes par année. Dans le pire des cas, on est à 30 000. Et ici, on parle seulement de leur consommation personnelle, on ne parle pas de leurs entreprises. Donc, essentiellement, c'est des yachts, c'est des jets privés, c'est ce genre de choses-là. Alors, les gens qui profitent de la crise, ce sont eux. Les gens qui sont responsables de la crise, ce sont eux aussi, dans une très large mesure. Et surtout, les gens qui dictent l'agenda des nations présentement et qui exercent une pression énorme sur les gouvernements pour maintenir le statu quo, bien, clairement, ce sont eux. Alors, voilà pour nos objectifs, voilà pour nos adversaires. Maintenant, si on regarde les moyens qu'on s'est donnés jusqu'ici, en 2019, au Québec, on a réalisé la plus grande manifestation de notre histoire. Il y avait 500 000 personnes dans les rues à Montréal seulement, autour de 600 000 à la grandeur du Québec. Il y avait 250 000 étudiants en grève. Il y avait 7 500 travailleurs en grève aussi, une grève qui a amené une fermeture de la quasi-totalité du réseau de l'éducation au Québec. Ça a été une démonstration de force extrêmement importante et ça a été une démonstration qui nous a apporté des gains. Pensons par exemple à la loi climat au fédéral, pensons à l'interdiction des voitures à essence au Québec en 2035, pensons à tout récemment l'interdiction des nouveaux projets d'hydrocarbures au Québec. C'est des gains importants qu'on a réussi à aller chercher, mais ces gains-là, c'est à peine une fraction de ce qu'on va devoir réaliser
en très, très, très peu de temps. Je rappelle que notre objectif, c'est fermer l'industrie fossile, ralentir et réorganiser l'économie, sortir du capitalisme, imposer massivement les grandes fortunes. Et cet objectif-là, si on le rate, les conséquences sont gigantesques. On ne parle pas de l'atteindre partiellement ou de s'en rapprocher. Il faut l'atteindre, on n'a pas le choix. Alors, refaire des manifs à 500 000 personnes, quand bien même on y arriverait, on sait que ça ne suffira pas. Alors, c'est quoi l'alternative? Tout d'abord, on a besoin d'identifier clairement nos adversaires, comme je le disais, donc les corporations, la classe capitaliste qui présentement refuse de perdre ses privilèges, et on doit les affaiblir. Comment est-ce qu'on peut les affaiblir? C'est clair que pour nous, la grève est une option à privilégier, donc refaire des grèves de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes. Et surtout, on doit se donner la possibilité de désobéir. Croire que des objectifs comme ceux-là, on va pouvoir les atteindre en restant dans les limites de la légalité, ce n'est tout simplement pas crédible. Et s'accrocher à cette croyance-là, compte tenu du temps qu'il nous reste, compte tenu des enjeux qui sont sur la table, ça commence à être dangereux. Extinction Rébellion nous a montré la voie de la désobéissance civile, c'est un premier pas. Les grèves, qu'elles soient légales ou pas, peuvent nous permettre d'aller plus loin, mais dans tous les cas, les actions de perturbation vont devoir s'intensifier, vont devoir se généraliser. Alors, voilà, ça fait pas mal le tour pour ce que j'avais à présenter. En terminant, peut-être quelques rappels qui me semblent essentiels et qu'on oublie trop souvent. On fait face à un enjeu plus grave que tous ceux auxquels l'humanité a dû faire face jusqu'ici dans son histoire. On fait face à une opposition plus forte, plus riche et mieux organisée qu'il n'en a jamais existé de toute l'histoire de l'humanité. On demande une transformation de société radicale, plus radicale que tout ce qui a été gagné par le passé, par des mouvements sociaux. Et présentement, malgré tout ça, on ne se donne pas le 10e des moyens d'action que d'autres mouvements se sont donnés par le passé. Alors, je pense qu'il est temps de réfléchir à ce que pourrait constituer une résistance sérieuse. J'ai donné quelques pistes dans ma présentation. Je nous invite à continuer à y réfléchir de façon plus large. Hey, je reprends le relais. Désolé pour la petite urgence qui m'a fait m'absenter. Je suis vraiment désolé, mais évidemment, je suis revenu pour la fin de ton commentaire, François, comme toujours, qui est percutant. Puis, j'ai réfléchi, moi, longuement là, à, c'est quoi le chemin le plus rapide pour arriver au changement qu'on veut. Puis, il y a toujours comme cette espèce de dilemme-là là, de comment on fait pour construire le rapport de force. Puis, la question que j'ai le goût de te poser, je pense que c'est la question de tous les mouvements de changement de l'histoire, c'est est où notre armée? Quand je dis armée, je ne parle pas de prendre les armes, là, mais je parle de est où le mouvement qui va faire ça? Comment? C'est-à-dire parce que la question que je me pose, c'est construire un mouvement comme celui-là, c'est littéralement un mouvement révolutionnaire dont tu parles. On a besoin de combien d'années pour y arriver? Puis on procède comment? Puis c'est pas une question rhétorique que je pose, là, puis on a eu l'occasion d'en discuter, je pense, toi et moi, à quelques reprises, là, mais tu as continué de réfléchir plus profondément et plus longuement que moi. J'aurais le goût de cette petite question de relance-là. Là, c'est quoi le chemin le plus court pour arriver là? On fait ça, on y arrive comment? Je pense que la première réponse qu'on doit donner à une question comme celle-là, c'est qu'il faut sortir de notre propre timidité. Je suis en train de lire Eric McBay présentement, Full Spectrum Resistance, un livre que je recommande fortement, fortement à tout le monde. Et une idée qui met de l'avant, c'est que ce n'est pas la sensibilisation qui amène la politisation et la prise d'action radicale. C'est exactement le contraire. C'est à partir du moment où on se permet d'être radical que là, tranquillement, les gens réalisent la gravité de l'enjeu, d'une part. Notre propre radicalité est un facteur de radicalisation, bien plus que tous nos discours. Et c'est de ça qu'on a besoin. Donc, on a besoin nous-mêmes de prendre des risques, d'aller plus loin. Et je suis convaincu, compte tenu de la gravité de la situation, que si on emprunte cette voie-là, les gens vont nous suivre. Et on a déjà eu des preuves comme quoi c'est vrai. Regardons simplement l'espèce d'élan d'enthousiasme gigantesque auquel on a pu assister à partir du moment où Extinction Rébellion a commencé à prendre des actions un peu plus radicales en Angleterre. Et pourtant, ce qu'ils ont fait, c'est ils sont pas allés si loin que ça, là, mais pourtant, simplement ce pas-là, c'est venu donner un espèce
d'élan d'espoir à une quantité pas possible de militants qui attendaient juste ce leadership-là. Il est temps qu'on prenne d'autres pas, qu'on fasse preuve de leadership et qu'on montre les exemples dont on a besoin pour se mobiliser. OK, super. Ne serait-ce que dans le discours, hein, parce qu'on a concédé beaucoup de choses pour avoir un discours qui était acceptable, là, comme entre autres dire que c'est la COP de la dernière chance pour la 28e fois. Non, non, mais mettons, c'est au moins la 5e ou 6e fois que j'entends la COP de la dernière chance. Puis il s'est passé 20 ans entre les deux. Donc, j'ai tendance à penser qu'on s'est peut-être fait attraper dans un discours trop conciliant, puis qu'on s'est piégé nous-mêmes en disant d'un côté, en traçant les lignes rouges qu'on dépasse tout le temps, là. En même temps, on peut pas penser que c'est les mouvements citoyens qui sont responsables de ça non plus, là. Il y a aussi, comme tu disais, beaucoup d'intérêts très puissants qui sont en jeu, là. Bon, je continuerai sur cette ligne-là pendant longtemps, mais je vais quand même laisser la chance aux autres panélistes de s'exprimer. Donc, la prochaine personne qui interviendrait serait Patrick. Patrick, le thème évidemment qu'on voulait regarder de ton côté, c'est le rôle puis l'impact sur les travailleurs, les travailleuses. De quelle façon, puis encore là, moi, les derniers échanges que j'ai eus avec toi datent de peut-être 18 mois ou 2 ans. Puis je sais qu'à l'époque, déjà, il y avait un travail de fond qui avait été fait pour mobiliser les travailleurs, les travailleuses, notamment là, à la FTQ où tu travailles. On est rendu où maintenant? Puis c'est quoi l'horizon qu'on a pour aller encore plus loin? Merci beaucoup, Karel. Puis oui, ça fait trop longtemps. Ça t'apprendra à aller ailleurs dans tes choix professionnels. Oui, non, c'est mais ça, blague je suis à un part. écologiste retraité. Blague à part, ben écoute, on a appuyé le rapport sur la juste part du Québec. Donc, je pense que ça parle beaucoup sur les efforts qu'on a mis dans les dernières années. Je te dirais, en fait, la question pourquoi la FTQ a été appuyée un tel rapport et est-ce que c'est une poignée de personnes à la FTQ qui l'a appuyé puis on l'a caché à tout le monde? La réponse est non. Ce rapport-là a été présenté au bureau de direction de la FTQ, a été présenté au conseil général de la FTQ, donc il a l'assentiment de nos syndicats affiliés. Je te dirais, c'est une question de posture dans la vie. Tu sais, depuis plusieurs années, on a fait le pari à la FTQ de prendre la posture de ce que j'appelle les grands petits pas. Ça signifie que les petits pas, c'est une théorie qui fonctionne assez bien. Et là, on peut mettre tout là-dedans. Là. Tu sais, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, etc. Mais il y a une vitesse qui est impérative à la crise climatique. Donc, c'est pour ça que c'est les grands petits pas. Donc, ça signifie d'avoir des gains, de permettre d'avoir des étapes, de permettre d'atterrir, de permettre d'avoir des victoires et d'avancer. Ou bien de déchirer sa chemise sur la place publique en disant les méchants gouvernements, ils font ci, ils font ça, et retourner se brasser, se croiser les bras puis dire ils sont des pas bons. On a choisi la première, naturellement, alternative à ce niveau-là. Et effectivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et tu le sais bien, Karel, on travaille le terrain comme une gratte en plein hiver. Je suis peut-être nostalgique de l'hiver, mais les gens qui me connaissent vont bien savoir que non. Je déteste la neige. Mais sérieusement, c'est comme un peu une gratte. C'est-à-dire que depuis 2016, que nous travaillons ce dossier-là sans relâche, en rencontrant nos membres, en préparant le terrain, en bâtissant un réseautage, en s'assurant que les gens se sentent sécurisés d'avancer dans cette lutte-là. Et je pense que c'est primordial parce que du moment où le dialogue est présent, ça nous permet d'aborder la question de l'empowerment. Et c'est dans l'empowerment, quand ça vient d'eux-mêmes, qui réussissent à se mobiliser. C'est-à-dire que pour nous, à la FTQ, tu ne peux pas te mobiliser si une lutte pour toi n'a pas de sens et que tu n'as pas de motivation à la faire. Donc, ça peut avoir un sens. Tu peux dire, écoute, telle lutte, ça a du sens pour moi, mais je ne me reconnais pas là-dedans. Et il faut que tu puisses te reconnaître pour te mettre en mouvement. Donc, c'est le travail qu'on a fait et je me souviendrai toujours à la COP 21 à Paris, dans une rencontre qu'on avait, où le président de Suncor en Alberta avait été invité pour témoigner de la situation. Et là, on est en 2015, on n'est pas aujourd'hui, là. Et avait été invité à expliquer comment il pouvait être président, puis comment il voyait la transition. Et il avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il a dit, écoutez, là, il dit, c'est comme si vous nous demandez, là, de sortir d'une forêt en feu et sur notre dos, on a tout.
on a notre famille, on a notre maison, on a notre fonds de retraite, on a nos amis, et qu'on arrive à une rivière et le choix qu'on a, c'est de tout laisser tomber, ce qu'on a sur notre dos pour traverser la rivière et sauver notre peau, ou bien de franchir un pont puis pouvoir faire faire cette transition-là. Et disait, la minute où il y aura un pont, on va le franchir. Il n'y a même pas d'hésitation là-dedans. Nous sommes conscients de la situation. Et ça parle beaucoup à ce niveau-là parce que ce représentant-là représente plus de dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans les salles bitumineuses. Mais déjà en 2015, on sentait qu'il y avait une volonté de peut-être aller plus loin. Donc, pour nous, cette définition-là, ce qu'on appelle la transition juste, elle repose sur deux choses. Pour nous, c'est une reconnaissance entière qu'il y a crise climatique et que nous sommes en transition énergétique, mais pour que cette transition soit juste, ceux et celles qui en subissent directement les impacts, qu'ils soient au travail ou dans leur communauté, doivent faire partie de la discussion et des décisions qui les impliquent. Et ça passe par une décarbonation du milieu de travail, idéalement le maintien des emplois et même l'amélioration des conditions de travail, à défaut de quoi il faut des protections sociales et ultimement adresser la question de la diversification économique et de notre système économique. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le voit, c'est comme ça qu'on le travaille sur le terrain depuis plusieurs années. Et pourquoi on a appuyé la juste part du Québec? C'est que pour la première fois, justement, on n'avait pas une approche idéologique sur la lutte climatique, mais on avait des données probantes. Pour une fois, on avait une étude scientifique qui nous permet de dire, OK, c'est calculé, on a quelque chose, on peut aller de l'avant, on se sent solide d'avancer de cette façon-là. Et je remercierai jamais assez Christian d'avoir fait cette étude-là. Et surtout que c'était la première étude pour un État infranational, donc c'est-à-dire comme une province dans le cadre du Canada. Donc ça, c'est important d'avoir ça en main et ça nous a permis de décloisonner cette position-là un peu et qui nous empêchait de faire le pas supplémentaire. Donc ça, c'est important. Et le narratif que nous déployons, c'est que, en fait, quand on parle d'ambition climatique, bien sûr, on parle de l'atteinte du 1,5 selon l'accord de Paris, mais pourquoi c'est important? Est-ce que demain matin, on dit au gouvernement Legault, par exemple, on veut plus du 37,5, on veut 65? Ils pourraient le mettre à 65 et ils ont de la misère à atteindre 37,5. Donc, c'est pas là que ça se joue. Ça se joue sur le fait que si on hausse l'ambition, et pas nécessairement de demander une cible, mais de dire, voilà la cible qu'il faut atteindre, comment on fait pour y arriver? Tout simplement. Donc, ne pas embarquer dans ce débat de cible-là, mais de dire, scientifiquement parlant, on n'en fait pas assez. Et la différence entre cette ambition climatique-là, c'est que plus l'ambition est haute et plus le cadre législatif doit être important et doit être structurant, et plus les budgets alloués à la crise climatique doivent être importants. Et c'est un peu comme ça qu'on l'articule, et c'est pour ça qu'on l'appuie, ce rapport sur la juste part du Québec, parce que ça permet, par un cadre législatif, par un cadre budgétaire, d'améliorer, d'accélérer en fait nos actions vers la lutte au changement climatique. Et pour nous, naturellement, c'est un aspect, je l'ai dit tantôt en entrée, de solidarité. Ça va de soi. En ce moment, je suis à la COP26. J'y suis dans les COP depuis 2015 et je termine là-dessus. Et on côtoie à longueur de journée dans les COP nos camarades qui sont des pays du Sud, qui viennent d'ailleurs, qui témoignent des situations dans lesquelles ils vivent. Et c'est épouvantable. Il y a des gens qui meurent à tous les jours pour des questions climatiques liées à l'inaction des gouvernements pour des préoccupations économiques. Donc, ça, c'est important à ce niveau-là d'en prendre la pleine mesure. Et en terminant, je le redis encore, c'est uniquement par la prise de conscience à l'intérieur des gens, mais collectivement, et de les impliquer dans la lutte qu'on réussit à faire cette espèce de mouvement de gratte-là qui nous permet d'aborder pour un syndicat comme la FTQ la juste part du Québec et pour un syndicat comme Unifor au Canada d'adopter la juste part du Canada. Et c'est pas rien parce que c'est eux qui représentent les travailleurs et travailleuses en Alberta dans les sables bitumineux. Ils ont mis en fait leur syndicat sur la table lors du sommet Biden en disant le Canada n'en fait pas assez et s'il n'en fait pas assez, nous allons frapper un mur. Et là, de toute façon, il n'y aura plus aucune solution de sauver ces emplois-là. Et ce n'est pas juste une question de sauver des emplois d'hommes blancs d'un certain âge privilégié. C'est une question de s'assurer que le filet social des communautés ne s'effondre pas, ne se détruit pas, parce que lorsque nous sommes dans une crise sociale et économique, il est impossible de régler la crise climatique et l'inverse est tout aussi vrai. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Patrick. Je vais nous accélérer un peu. Je ne te lancerai pas tout de suite une autre question. Je vais garder ça peut-être pour les échanges entre vous après. La prochaine personne qui doit intervenir, en fait, la dernière panéliste qui doit intervenir, c'est Alix. Et la question qu'on voulait t'amener, c'est celle de la décroissance. En ce moment, on se rend compte là, que dans les scénarios envisagés par le GIEC ou les projets de recherche récents, en fait, où le gros bon sens nous indique qu'on ne peut pas avoir une croissance de la consommation multipliée par une croissance de la population, ou je devrais dire l'inverse, là, à l'infini dans un système qui est fermé. Donc, ça, la logique le dit, puis on vit encore dans une espèce de... on vit encore dans un mythe, ou un genre de dogme où on se dit, ben là, ça peut continuer d'exploser puis croître tout le temps. Je me souviens, moi, j'ai écrit mon premier texte qui prônait la décroissance, puis que j'ai réussi à faire publier dans Le Devoir, je pense, c'était en 2015 ou 2016. Puis à l'époque, là, quand je faisais ça, j'avais conscience de briser un tabou. Il n'y avait pas une grande organisation écologiste qui était intervenue sur la question de la décroissance. Puis j'ai récidivé après, puis tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des éditoriaux dans les journaux qui faisaient allusion à ça. Donc, d'une certaine façon, la radicalité de cette idée-là est en train de se répandre, là. Fait que j'aimerais ça avoir un peu ton opinion ou ton regard sur on en est où là-dedans, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a absolument besoin de passer par la décroissance? Puis ça veut dire quoi, décroissance? Merci pour la belle mise en contexte. Je vais essayer d'être à la hauteur des interventions précédentes qui ont vraiment été super claires et vraiment intéressantes. Merci tout le monde. Donc, en fait, l'endroit où j'aurais envie de commencer, dans le fond, c'est dans la présentation de Christian qui était très, très claire. On se rend bien compte que il y a un objectif qu'on peut fixer scientifiquement d'émission globale. On peut, après, selon certaines orientations, décider s'il faut que ce soit l'année de référence, 1850, 1950, 2000, 2015, je ne sais pas. Mais là où ça devient intéressant, je trouve, c'est au moment où on se dit, bon, quelle partie on fait au Québec, quelle partie on fait à l'international? Puis là, Christian a passé rapidement là, sur la raison du pourquoi est-ce qu'on a déterminé qu'au Québec et au Canada, là, on tourne autour de 60-65% de réduction qui doivent être faites d'ici 2030 pour que notre juste part puisse être faite donc localement. Puis après, il y a une partie là, qui est faite à l'international. Puis en fait, ce que moi, j'ai regardé cette proposition-là avec une perspective de décroissance. Puis en fait, mon questionnement, c'est de me dire, dans le fond, c'est sûr que si on reste dans un système économique, puis là, on pourrait reprendre les mots de François, si on reste dans le capitalisme, puis qu'on vise une croissance, c'est sûr qu'il y a comme une limite à ce qu'on est capable de faire, puis que 60%, ça a l'air donc bien énorme, puis que ça va être difficile à atteindre. Alors que si on remet en question le dogme de la croissance, puis on remet en question le système dans lequel on est, peut-être qu'on est capable d'avoir des réductions locales qui seraient plus importantes, puis que ce qu'on aurait à, disons, exiger ou financer, là, selon l'angle qu'on prend, à l'international pourrait être réduit, ou même pourrait être aussi intéressant, mais bon, on serait capable de réduire de manière plus importante à l'échelle internationale. Et donc là, on arrive à la question de la décroissance, qui est donc une proposition pour essayer qui nous permettrait d'arriver à des réductions plus importantes localement. Donc, qu'est-ce que c'est la décroissance? Très, très rapidement, d'habitude, j'en parle pendant 1 heure, je vais essayer de le faire en 15 secondes. En fait, ce qu'on propose, c'est de revoir la façon dont on appréhende le monde. Donc, ce n'est pas juste une question économique, c'est vraiment une question aussi sociale et politique, donc de se redonner les moyens de redistribuer les biens et les ressources, puis de se redonner du pouvoir politique en tant que citoyen. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est créer une société donc plus équitable, mais surtout qui structurellement utilise moins de ressources et moins d'énergie. Et après, on répartit ce qu'on a comme ressources et comme énergie de manière à répondre à aux besoins de base de tout le monde, dans le fond. Donc, on ne vise pas là, la pauvreté absolue de tout le monde. On vise plutôt que tout le monde ait des besoins de base remplis, mais on évite d'avoir des 8 millions de tonnes de CO2 par individu, ou 8 000 tonnes dont parlait Christian tantôt pour les milliardaires. Donc, on essaye de réduire tous ensemble. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de changements aussi profonds
pour arriver à ça, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit comme remettre en question tout notre système économique pour être capable de réduire nos émissions au Québec puis en Occident en général? En fait, c'est qu'on observe que la société qu'on a en ce moment, avec, telle qu'on la connaît, avec de la surabondance, avec de l'instantanéité, avec de la surconsommation, en fait, ça a été possible parce qu'on avait accès aux combustibles fossiles. On avait accès à cette énergie-là qui est super dense, qui n'est pas chère, qui est abondante, qu'on peut déplacer. Puis ça, c'est pas anecdotique, là. Ça fait en sorte qu'on a réussi à construire des sociétés extrêmement complexes avec des individus qui sont capables d'accumuler énormément de ressources, de contrôler des énormes compagnies, des multinationales. Et donc, en fait, la réalisation à laquelle on arrive, c'est que ce qu'on veut, en fait, si on ne parle pas de décroissance, c'est qu'on veut ce qu'on appelle le beurre et l'argent du beurre. On veut une société d'abondance, on veut une société d'instantanéité, mais on ne veut pas les conséquences de ce qui a permis l'émergence même de cette société-là. Donc, c'est là qu'on arrive à se dire, ben, OK, il faut qu'on revoie la façon dont notre société est organisée, notre économie est organisée. Un autre exemple de ce qui fait en sorte qui est problématique dans notre société, c'est qu'on a une société qui est orientée, disons, par des indicateurs comme la croissance économique, le PIB, par le plein emploi, par la hausse des profits des industries, qui sont des indicateurs qui nous permettent de comprendre ou d'orienter l'économie, parce qu'on est rendu dans une économie tellement complexe qu'on n'est pas capable de se dire, OK, ben, on va produire telle quantité de produits jusqu'à ce qu'on en ait besoin, juste pour répondre à nos besoins. On est obligé de passer par des indicateurs qui nous permettent de simplifier, mais qui simplifient mal, parce qu'au final, ils sont en adéquation ni avec le bien-être environnemental, ni avec le bien-être des individus. Donc, au final, si on ne se détache pas de ces indicateurs-là qui sont pourtant sur toutes les lèvres des politiciens et de tous les industriels ou de toutes les personnes, tous ces milliardaires qui vont dans l'espace, ben, on ne pourra jamais avoir une économie, dans le fond, qui est en adéquation avec la justice sociale, en adéquation avec la protection de l'environnement, avec la protection du territoire. Donc, on a ici ces deux enjeux-là quand même assez centraux qui sont à la fois que notre système économique et social est basé sur le fait qu'on a de l'énergie pas chère, abondante, que sont les combustibles fossiles, et on a une économie qui est tellement grosse qu'on est obligé de passer par des indicateurs extrêmement problématiques. Et là, je ne dis pas que si on laisse tomber des indicateurs comme le plein emploi ou la croissance économique, que bon, si on a du plein emploi ou si on a de la croissance économique, c'est mal en soi. Simplement que si on essaie de viser ça sans faire attention à comment on l'obtient, on arrive avec des problématiques assez importantes. Par exemple, bon, on va ouvrir une usine juste pour avoir de l'emploi, puis là, l'usine fabrique des trucs dont personne n'a besoin. Donc là, on fait toute une campagne marketing pour vendre ça, puis là, ça pollue, puis là, on arrive avec plein de conséquences à la fois sociales et économiques et environnementales. Donc là, je pense que mon temps avance, donc je vais juste peut-être mentionner rapidement quelques propositions là, qui peuvent sembler peut-être un petit peu plus importantes ou différentes peut-être de ce qu'on entend. Souvent, on entend « on va avoir des voitures électriques, on va pouvoir réduire nos émissions comme ça. On va investir dans juste le mot en anglais, le retrofit, les rénovations des bâtiments pour qu'ils soient plus, qu'ils émettent moins d'émissions. » Mais dans le fond, je vais peut-être juste faire une liste, là, c'est vraiment pas du tout exhaustif, puis ça peut sembler simpliste là, à l'œil averti, mais juste quelques exemples là, qui peut-être sont plus de mesures qui pourraient être pas forcément facilement, mais des mesures qui pourraient permettre drastiquement de réduire les émissions. Donc, si on regarde le premier secteur au Québec, le plus émetteur, c'est les transports. Si on parle, par exemple, du transport aérien, bon, un exemple de mesure qu'on pourrait faire, c'est interdire les vacances dans le sud. Plus personne va dans le sud, en avion, ça pollue trop. On pourrait dire qu'on interdit l'importation de tout ce qu'on produit au Québec en quantité suffisante, au lieu de l'exporter puis d'importer exactement la même chose ou quelque chose qui est similaire. On arrête l'import, l'export, on finance la restructuration de l'économie locale pour éviter d'avoir à importer par bateau, par train, par avion. Ensuite, si on regarde le transport motorisé individuel, là, c'est une proposition qui va peut-être fâcher quelques personnes, mais remettre en question notre occupation du territoire, puis de se dire, bon, si j'habite en banlieue ou si j'habite dans un milieu agricole, mais je ne me déplace pas tous les jours pour aller en ville. J'arrive à avoir un mode de vie qui me permet peut-être de me transporter en ville une fois par semaine, à le faire par covoiturage, pour essayer de réduire les besoins individuels. C'est sûr que, bon, on l'a dit tantôt, l'impact individuel souvent est relatif par rapport à l'impact plus systémique, mais c'est le genre de réalisation qu'il faut qu'on prenne en compte. Si on regarde, par exemple, le secteur de l'industrie, tantôt je l'ai dit rapidement, mais
il y a beaucoup d'usines en ce moment au Québec qui vont produire parce que, je sais pas moi, les prix sur les marchés mondiaux sont élevés, donc on augmente la production, on embauche, on fait de la croissance économique. Mais peut-être que, là, Patrick va peut-être pas être d'accord, peut-être qu'on devrait dire, ben, si l'usine, dans le fond, est capable de produire ce dont on a besoin au Québec, ben, pourquoi on produit plus? Ou est capable de répondre à des besoins de base, peut-être dans certains autres pays, on fait un peu d'export, disons. Pourquoi on produit plus? Au niveau industriel, on pourrait se dire, bon, si une usine n'est pas capable de polluer en dessous de ce que la loi exige, au lieu de changer la loi, peut-être qu'on devrait fermer l'usine. Là, c'est des propositions. Là. Je ne dis pas qu'il faut faire ça demain matin. Puis évidemment, là, je pense que ces modifications-là auraient tout intérêt à être faites en collaboration, évidemment, avec les personnes concernées. Mais je pense qu'il faut se permettre d'ouvrir ces portes-là, d'ouvrir ces débats-là sur des questions qui peuvent sembler un petit peu, des fois, comme tu l'as dit tantôt, Karel, tabou. C'est comme, OK, mais ça ne marche pas, cette idée-là. Mais si on ne se permet pas de rêver plus grand puis de rêver plus différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, ben on n'arrivera pas à répondre, à mon avis, à ce que la juste part exige de nous en tant que nation, en tant que communauté. Puis là, évidemment, je peux continuer avec plein d'autres mesures, je vais m'arrêter là. Puis dans le fond, ce que propose la décroissance, c'est pas de revenir là, comme tout le monde vit dans des cavernes puis on mange des roches, c'est vraiment de revenir à la sobriété, dans le fond. C'est qu'au lieu de miser sur l'instantané, sur la surconsommation, sur la surabondance, on essaie de se dire, ben, en tant que collectivité, de quoi on a besoin? Puis comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces besoins-là dans les limites que le territoire nous impose? Parce que là, comme des réalités liées à ces écosystèmes, aux ressources naturelles qui sont peut-être pas vivantes, comme l'eau, l'accès à l'eau, etc. Puis c'est sûr là, que là, j'ai lancé plein d'idées, puis c'est sûr que ce ne seront pas des mesures qui seront faciles à mettre en place, ou même qui devraient être mises en place, parce que c'est... Bon, moi, je les propose, je n'ai pas encore parlé à Patrick ni à la FTQ de toutes ces mesures-là. Puis là, je dis Patrick parce qu'en fait, c'est juste lui que je vois dans mon écran. Mais les autres auraient sûrement leur mot à dire. Mais dans le fond, c'est sûr que si on n'en parle pas, si on ne crée pas, comme on l'a dit tantôt, un récit alternatif à la voiture électrique va nous sauver, puis rénover nos maisons va nous sauver, mais c'est sûr que c'est impossible de réduire de plus que 60% localement, puis c'est sûr qu'on va devoir exiger financer ou non des réductions d'émissions dans des pays ailleurs dans le monde pour des choses desquelles on est responsable. Donc, c'est pas plus facile pour les pays dans le sud de changer qu'ici, donc je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on devrait vraiment essayer de viser plus que 60%. Voilà. J'avais testé un message, moi, en disant, ça ressemble à quoi diminuer notre consommation per capita de moitié? Puis François, tu étais peut-être là, c'était à Sainte-Rose-du-Nord au Festival Virage. Puis on était dans des ateliers, puis il y avait un conférencier dont j'oublie le nom, mais ça va me revenir, qui avait fait le calcul, lui. Puis ça nous faisait remonter en 1975. Philippe Gauthier? Oui, c'est Philippe, ouais, c'est ça. Merci. Puis moi, ça m'avait frappé, ça, à quel point que, on se fait dire, non, c'est impossible, c'est le retour à l'âge de pierre, alors que diminuer de moitié, ça nous ramène à une époque où tout le monde trouvait que la vie était relativement bonne. Les maisons étaient plus petites, il y avait juste une auto dans le driveway, plutôt que 2 ou 3 ou 4. Les gens pouvaient se payer une maison sur un salaire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Cette société-là, elle a existé. Là. Donc, moi, je pense que la proposition de décroissance, il faut qu'elle soit aussi expliquée. Puis là, on pourrait lancer plein de... Qu'est-ce que ça signifie dans le modèle économique, puis etc. Mais je vois, Caroline, que tu as la main élevée, puis je vais te faire une exception pour toi pour que tu puisses réagir. Puis après ça, je vais aller aux questions, s'il y a des questions de nos participantes. Merci, Karel, de faire une exception pour moi. Je voulais juste réagir vraiment rapidement à quelque chose qu'Alice a dit. Puis, merci tout le monde pour vos interventions. C'était super inspirant. Puis, je pense que collectivement, puis c'est quelque chose que je dis souvent, là, on a comme une crise de l'imagination sur ce qu'on se permet de considérer et de dire. Puis, on ne ferait que bénéficier d'élargir. Je voulais juste réagir rapidement, Alex. C'est que dans notre juste part, c'est dans ce 178%-là de réduction qui doivent être faites au Québec. Il faut garder en tête que des pays du Sud, qui, eux, ont une très faible juste part. Et donc, mais leurs émissions, donc leur part, ce qu'ils doivent faire d'un point de vue d'équité, c'est très petit.
mais ils ont quand même des émissions à réduire. Et comme Christian le disait, ben, faut que globalement, on arrive à zéro au plus tard en 2050. Donc, je veux juste revenir là-dessus, là, la balance entre le trade-off, entre qu'est-ce qu'on doit faire ici. On doit aider les pays du Sud à réduire leurs émissions d'un point de vue de la mathématique mondiale, outre les questions d'équité, ça doit être fait. Je voulais juste le mentionner. Merci. Puis là, je vais faire une deuxième exception parce que François a levé la main. Entre-temps, là, juste avant que je te cède la parole, François, parmi nos participantes, vous pouvez inscrire vos questions. Il y a un Q&A. Là. Alors, s'il n'y en a pas de questions décrites, moi, je vais continuer à, comme vous voyez, nos panélistes sont capables d'échanger. Ils n'ont pas besoin de nous autres, mais n'hésitez pas, OK? Donc, vas-y, François. Oui, moi, en fait, j'aurais une question pour peut-être Christian, peut-être Caroline, je ne sais pas lequel de vous deux va être le mieux placé pour répondre à cette question-là. C'est justement par rapport à cette idée-là de réduction dans les pays du Sud. Ça m'a toujours semblé problématique de dire, ben, OK, nous, on va réduire moins que notre responsabilité, mais autrement dit, on va garder on va transformer nos habitudes, oui, mais on va quand même réduire moins que nos responsabilités. Et les pays du Sud qui sont dans une situation de pauvreté extrême, pour plusieurs, on va leur envoyer de l'argent, mais en leur demandant en même temps de ne pas rehausser leur niveau de vie, parce que rehausser leur niveau de vie pourrait les amener à polluer davantage. Est-ce que c'est ça qu'on veut dire? C'est toujours ce que j'ai l'impression qui est sous-entendu. Puis, bon, j'ai un malaise, puis en tout cas, j'aimerais que vous me l'expliquiez davantage. Mais il y a aussi un autre point sur lequel j'ai envie d'intervenir, c'est qu'à partir du moment où on parle d'envoyer de l'argent dans les pays du Sud, bien, il faut quand même toujours se rappeler que la raison pour laquelle on est riche au Nord, c'est en grande partie à cause de l'exploitation des ressources et des travailleurs du Sud. Hein? Et on a le niveau de vie qu'on a parce qu'on fait travailler du monde dans les sweatshops au Sud. Là. Alors, rester dans un système qui exploite les pays du Sud, on réussit à prendre de l'argent aux riches par une hausse d'impôts, pour ensuite de ça renvoyer de l'argent dans les pays du Sud qu'on a exploités, qui nous ont permis de devenir riches au départ. Il y a quelque chose dans cette circularité-là que j'ai de la difficulté à imaginer. Je vois Caroline lever les yeux au ciel. Peut-être que mon explication n'était pas claire, mais c'est cette idée-là, autrement dit, comment est-ce que, tant qu'on reste dans ce cycle-là, on s'enrichit au détriment des pays du Sud pour ensuite de ça leur renvoyer de l'argent? Il y a une logique coloniale ici, il me semble, qu'on a besoin de casser. Ben voilà, je vous laisse réagir. Bien, en ce moment, on a 3 conversations qui sont liées. Il y a celle de la juste part pour réduire les gaz à effet de serre. Il y a celle du remplacement de notre modèle économique, soit par... il y a celle de la décroissance qui implique un remplacement du modèle économique, mais c'est la proposition de François qui est, elle, de dire on jette ça à terre puis on passe ça sur un autre nom. Donc, tu sais, c'est... Vas-y, oh, Christian, yeah, please, go ahead. Yeah, so those are extremely good questions. I thank you so much. Ce sont d'excellents commentaires. Alix, sa contribution aussi est brillante. Je suis d'accord. Je pense avec tout, oui. Je ne sais pas dans quel degré, mais probablement avec tout. Je vais parler de la réduction des émissions. On parle de réduction des émissions, mais éviter d'augmenter les émissions, surtout dans le Sud, où la plupart des infrastructures, aussi si rien ne change, ça va augmenter les émissions par l'avenir. C'est éviter que ça augmente, éviter que ces changements, on peut sortir les gens de la pauvreté, s'assurer qu'ils améliorent leur accès à l'eau propre, à des ressources, à l'énergie, les nécessités de base de la vie. Mais les droits de la personne, évidemment. Et ça peut être réalisé, mais sans augmenter les émissions. Ce n'est pas de réduire les émissions au-delà du niveau actuel chez eux, mais de les garder en deçà d'un niveau trop élevé.
Si on suit le modèle du Nord et si on leur donne toutes ces nécessités et tout ce qui est supplémentaire dans la vie par la consommation d'énergie fossile. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un côté pervers à voler de l'argent pendant des siècles du Sud et ensuite à retourner des fonds. Bon, mais vous savez, ce qu'on essaie de dire, c'est que ça fait partie d'une restructuration générale, mettre l'accent sur certaines parties et on est d'accord. Par exemple, pardon de certaines dettes, renonciation à certains remboursements pour sortir ces pays en développement du cycle d'endettement que les pays dans lesquels les pays du Nord les ont piégés. Ça ferait partie de cela. Ça serait d'ailleurs une première étape avant de… Vous savez, c'est le contexte du changement mondial. Comment vivre et partager cette planète ensemble pour se traiter de façon plus juste. Ça va au-delà de la question de résoudre la crise climatique. Même au sujet des indicateurs, mais les indicateurs de bord, je ne pense pas du PIB, ça c'est problématique. Bon, des trucs qu'on tire de la science, de certains rapports, et les parcours, les trajectoires de réduction, tout cela c'est une façon coloniale de réfléchir sur les relations entre les êtres humains et la Terre. On a un seuil arbitraire qu'on a déterminé ou là, au-delà duquel c'est moins accepté et on pollue. Déjà, on peut voir l'impact. C'est vraiment trop pour certaines communautés, certaines personnes. C'est insupportable. Alors, tout ce qui s'ajoute, tous les molécules de carbone, c'est trop, c'est plus que ce qu'on a besoin. Cette idée qu'il y a donc un seuil magique acceptable. Moi, j'ai toujours des difficultés parce qu'on n'a pas trouvé une meilleure façon de contribuer à pousser un peu le discours dans la bonne direction en utilisant ces indicateurs problématiques et ces concepts aussi problématiques. C'est peut-être à cause de la limite de notre imagination, mais je suis d'accord. Je pense que c'est bien de nous le rappeler et que ces indicateurs sont profondément problématiques. Wow! Moi, j'aime ça, finir un panel, puis avoir des conclusions claires, puis j'ai l'impression qu'on est rentré dans la rivière, on a brassé le fond de la rivière, puis là, toute l'eau est brune, puis on est, on est bien mélangé. Mais en fait, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste un petit 5 minutes. Moi, j'aurais aimé ça, vous entendre tous les 5. J'ai ça faire ça, parce qu'une minute chacun, trouvez-moi la solution pour éclaircir notre eau, mais juste, ça serait quoi un premier pas ou le premier geste où je pense on avait un panel ici, il n'y avait pas de débat, là, on s'entendait tous pour dire que le Québec devait faire sa juste part. On a maintenant des données scientifiques qui nous permettent de donner un genre de donner une fourchette. Très clairement, on n'y est pas. Là. Moi, je pourrais vous raconter que la cible de moins 37,5, là, elle a été négociée dans une salle avec 10-12 personnes, puis uniquement pour battre l'Ontario de 0,5 %. C'était comme… J'étais là, puis c'était correct. À l'époque, moins 37,5 en 2013, c'était bon. C'était relativement bon pour 2020. Non, pour 2020, c'était tout ça. C'était moins 20 % en 2020, puis moins 37,5 en 2030. Hein? Pardonnez-moi là, si ma mémoire fait défaillance, mais là, très clairement,
On n'est pas du tout dans le bon ordre de grandeur. Et puis, notre premier ministre, là, je lisais ça pendant le panel, là, vient de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités économiques. Tu sais, on va se mettre du cash plein les poches avec ça. Mais juste en réduisant les émissions ailleurs que chez nous. Mais donc, je viens de voler 1 minute en ne sachant pas vous poser la bonne question, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le premier, ce serait quoi une façon de débloquer cette conversation-là? Je me doute déjà de ce que vous allez répondre, certains d'entre vous. Ça vous permet de réitérer vos points. Fait que je commence dans le sens inverse. Alex. Excuse-moi, j'ai pas écouté la question parce que je lisais la question en anglais qui vient d'être mise dans le chat. Oh. J'ai déconcentré puis je pensais pas que tu allais commencer avec moi. Ah ouais, OK, excuse-moi, c'est trop... Peux-tu répéter ta question? Ben, en fait, on fait quoi maintenant? On commence par où pour faire en sorte que le Québec fasse sa juste part? Moi, je suis. Là, je sais pas ce que les autres vont répondre, mais dans le fond, moi, je suis très partante de l'idée de se permettre de rêver puis de créer ce récit-là, je pense. Tantôt, tu as dit le terme récit, puis je l'ai entendu beaucoup cette semaine. Fait qu'on dirait que c'est comme ça qui sort. La première chose que j'ai à penser, c'est de créer cet imaginaire-là collectif de OK, on est capable de faire plus, puis on peut faire plus, puis que ce récit-là ne soit pas juste porté par 3-4 personnes dans un panel à 5 heures le soir, Mm-hmm. que ce soit porté par des personnes influentes, des personnes qui ont de la voix dans les médias, des politiciens et politiciennes de différents niveaux, des gens de différents milieux. Puis plus qu'on va l'entendre de différentes bouches, plus qu'il va gagner en crédibilité, puis plus qu'il va être réverbéré dans des impacts, dans des actions concrètes. Puis c'est seulement à partir de ce moment-là, je pense qu'on va pas être juste 6 à être convaincus qu'il faut que ça change, qu'on va être des millions à être convaincus qu'il faut que ça change. Ben, c'est clair que le récit... Comment? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Finis ta phrase. On va peut-être se permettre de désobéir ensemble puis de créer ensemble ce rapport de force ou ces initiatives alternatives qui peuvent permettre de changer les choses. C'est sûr que le récit est super important. Tu sais, si tu veux convaincre 8 millions de personnes de faire des changements draconiens dans leur vie, il faut qu'ils comprennent ça les amène où. Puis, d'ailleurs, moi, je fais souvent la blague de dire, tu sais, quand Air Transat veut vous vendre un voyage dans le sud, là, ils vous montrent la plage de la Margarita, l'eau puis les palmiers. Puis nous, les écologistes, quand on parle de transition écologique, on montre des panneaux solaires, le moteur de l'avion, la sécurité de l'aéroport. Tu sais, on montre le processus, le comment, toutes les difficultés qu'on va vivre, tu sais, plutôt que le monde utopique qu'on souhaite. Puis peut-être que c'est ça qu'il faut mettre plus de l'avant. Attends, là, je procède encore dans l'ordre. Donc, avant Alex, ça avait été Patrick. Oui, tu en as parlé, tu viens de le dire, Karel, 8 millions de personnes et même on n'a pas besoin à 100% là, de toutes les convaincre, mais ça te prend quand même une masse qui est assez critique. Là. Je sais qu'il y a des théories qui disent qu'à 25%, on peut changer le monde, etc., mais là, on parle de plus que changer le monde. C'est quand même pas, c'est pas rien. Et je te dirais qu'il n'y a rien qui est noir et blanc. Et c'est peut-être quelque chose qui me tape ses nerfs avec les années qui passent de voir les bons et les méchants et se couvrir d'une cape de vertu et penser qu'on est tellement meilleur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Parce que dans les mécaniques qui se mettent en place, c'est beaucoup plus complexe que ça. Comme Christian l'a expliqué tantôt, là, je pense que c'est pas la relation avec les pays du Sud, c'est pas simplement que nous les exploitons et ainsi de suite. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que c'est des humains qui sont au cœur de ça. Et les relations humaines, malgré la contamination par le capitalisme demeure complexe. Et moi, je suis persuadé et je me rends compte si on fait des gains quand même, pas à la hauteur de ce qu'on devrait faire, c'est parce qu'il y a une mobilisation qui se fait. Et cette mobilisation-là, c'est une mobilisation de fond. Et elle se fait à 2 niveaux. Oui, le 27 septembre 2019 a donné quelque chose. Il a créé quelque chose. C'est parce que ça a éveillé des consciences. À la COP 25, quand la délégation de jeunes ont rencontré le ministre Charest et l'ont relativement malmené, ça a changé des choses. Quand on se réunit ensemble avec des réseaux complètement différents et qu'on impose un consensus au gouvernement, ça le fatigue en maudit. Ça le fatigue et il essaie de faire éclater ces consensus-là. Et on réussit à avoir des gains. Donc, je pense que c'est une multiplicité de ces actions-là sur lesquelles on doit travailler, multiplier les réseaux. Parce que l'avantage que ça a de multiplier ces réseaux-là, c'est que justement, nous multiplions des réseaux
qui contiennent beaucoup de gens, qui ont cette conversation-là et qui peuvent devenir des agents multiplicateurs et c'est ça qu'on doit viser. Donc, il n'y a rien de mieux pour convaincre quelqu'un que quelqu'un par les pairs, par un principe d'identification. Dans le monde syndical, c'est exactement ça qu'on le voit. Et je termine là-dessus, de leur arrivée de front dans du noir et du blanc en disant le capitalisme, c'est le problème. Écoute, ils vont nous revirer de bord, là, mais c'est quelqu'un qui est dans leur même milieu de travail, a une même réalité et qui réussit à articuler le discours que, hey, il y a un problème, il faut que les choses changent et que le changement vienne de par nous. C'est une totale autre balle. Et ça, je le constate. Donc, je pense que c'est pas pour rien qu'on a mis en place et qu'on a initié ces dialogues-là pour le climat cette semaine et la semaine prochaine. C'est favoriser ces synergies, qu'on assemble et qu'on dégage un consensus qui est assez fort pour renverser les choses, mais qu'on lutte aussi par le fait même de façon traditionnelle. Donc, moi, je te dirais que la piste que moi je vois et dans laquelle je crois, c'est celle-là. Bon, merci beaucoup. On dépasse un peu. Stay tuned. Il reste encore 3 interventions. François, ton tour. Si je procède encore dans l'ordre inversé. Ouais, OK. Ben, pour moi, c'est clair que le problème, puis je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit capable de nommer les adversaires, il faut qu'on soit capable de nommer qui présentement bloque, il faut qu'on soit capable de le dire, puis il faut qu'on soit capable de dire quels sont nos objectifs. Les objectifs, je les nommais tout à l'heure. Puis c'est sûr que je suis d'accord avec Patrick que la personne qui parle est importante. Je suis d'accord avec Patrick qu'un travailleur du pétrole va avoir pas mal plus de chances de convaincre un autre travailleur du pétrole qu'il faut faire bouger les choses, puis qu'il va savoir comment lui parler. Mais dans tous les cas, nous, en tant que leader de mobilisation, on doit être capable de dire c'est là qu'on s'en va et c'est là qu'on doit aller. Et c'est terrible, en fait, ce à quoi on fait face à partir du moment où on dit c'est ça qui est nécessaire. Parce qu'on le sait que c'est ça qui est nécessaire. On le sait qu'on doit sortir du capitalisme, qu'on le veuille ou non. C'est plate, là, mais on le sait. Ça serait tellement plus simple si on n'avait pas besoin d'aller là. Mais il faut. On n'a pas le choix. Alors, à partir de ce moment-là, oui, il faut être capable de le dire. Et la raison pour laquelle je vois tellement de gens résister à ce constat-là autour de moi, c'est parce que ça fait terriblement peur. Et, évidemment, l'objectif a l'air d'être complètement hors de portée. Sauf qu'à partir du moment où la science nous dit que c'est là qu'il faut aller, on ne peut pas dire d'un côté, écoutons la science, réduisons les GES, mais écoutons pas la science quand vient le temps d'implémenter les transformations qu'on a besoin d'implémenter. Puis si c'est là qu'il faut arriver, on n'y arrivera pas en nommant pas l'objectif, puis en ayant peur de ne pas arriver à s'y rendre. Donc, on va nommer un autre objectif qui, lui, nous semble plus atteignable. Parce que si l'objectif, on ne l'atteint pas, on est fourré. Ça finit là. Alors, voilà. C'est sur ce mot un peu cru, je cède la parole. Excusez-moi, je me suis muté au lieu de me démuter. Merci beaucoup. François. Caroline, avant-dernière. Oui, ben, tu nous as demandé une solution. Fait que je pense que tout le monde en ce moment dans cette conversation sait que la crise est beaucoup trop complexe pour n'être que résolue par une solution. Mais j'ai demandé un premier pas. Un premier pas. Non, mais pas. Non, mais tu nous as demandé le plus important. Fait que moi, je fais juste un rappel quand même. Je pense que s'il y a quelque chose que la crise de la COVID-19 nous a appris, c'est que personne ne sera en sécurité tant que tout le monde sera en sécurité. Et la façon de s'assurer que tout le monde est en sécurité, c'est de regarder c'est qui les plus vulnérables, c'est qui les plus marginalisés par notre système en ce moment. Et d'un point de vue climatique, d'un point de vue de solidarité internationale, puis c'est de ça qui est question aujourd'hui, on sait que ce sont les petits États insulaires, les pays du Sud, et c'est pour ça que le premier pas de solution que je vais proposer aujourd'hui, et je pense que c'est fondamental au succès même de la COP26, c'est que les pays fassent leur juste part. Oui, pas d'un point de vue, il faut qu'ils fassent les deux, là, mais ce que je vais dire, c'est la finance climatique internationale. C'est le pilier sur lequel repose l'accord de Paris dans un moment de perte et dommages où
les pays commencent à subir on peut plus s'adapter là, au changement climatique. Il y a des pays, des îles où tout simplement le niveau de la mer monte, ils doivent quitter leur île, déménager, laisser derrière eux leur maison, leur héritage culturel, etc. Donc, voici c'est ça que je vais dire. Faut qu'on, dans notre crise de l'imagination, faut qu'on commence à développer un récit sur les pertes et dommages et sur comment les pays les plus riches vont compenser les pays les plus vulnérables et marginalisés face aux impacts de cette crise. Merci beaucoup, Caroline, pour ça. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être fait très rapidement puis qui nous permet de rencontrer une part de nos responsabilités. Lastly, Christian, I want to give you Christian, je veux vous donner le dernier mot. So up to you. À vous. Okay, thanks. I think my first step is actually something that we can do. Ma première étape, c'est que pour moi, comme je l'ai dit, ce que les chiffres montrent, et c'est logique aussi intuitivement, les pays comme le Canada, au Québec aussi, le travail qu'on doit faire par la collaboration internationale, par le travail avec d'autres pays, d'autres personnes et ailleurs pour résoudre le problème, c'est plus grand. Au Québec, 65 au Québec, on a dit, et 113 peut-être ailleurs. C'est le double. L'élément international est le double de l'élément intérieur ou national, mais il ne faut pas en parler à cette échelle. Peut-être on devrait recueillir quelques millions de dollars ici et là. On ne peut pas le traiter au même niveau. Même si on a une ambition, ce serait 65 mais ce serait plus. Juste imaginez l'effort extraordinaire que ça prendrait pour faire ça. Les efforts au pays pour réduire les émissions de 65 ici au Québec et ensuite le double et accorder de l'effort aux émissions, la réduction des émissions ailleurs. Bon, attendez, ce qu'on peut faire, c'est de prendre l'élément de collaboration, solidarité internationale au sérieux, aussi au sérieux que les choses à l'intérieur, parce que sinon, ça va être hors de contrôle et les autres étapes vont suivre. Merci. Le dernier mot. Merci à tous et tous. C'était vraiment un plaisir de revoir ceux que je connais puis de connaître ceux que je ne connaissais pas. Merci beaucoup d'avoir fait appel à moi. Ça me fait toujours plaisir de renouer avec mes anciennes amours. Ça me prouve que j'existe encore parfois. Mais merci beaucoup. Puis je vous invite, je pense que, je me trompe-tu, les dialogues se poursuivent demain? Oui. Les dialogues se poursuivent jusqu'à la fin de la COP. En fait, on a des rencontres tout au long de la COP sur les thématiques de chaque journée. Là, on était sur les thématiques d'ouverture, donc on mettait la table. Donc aujourd'hui, on s'est concentré un peu plus sur le Québec. Et demain, on va se retrouver sur la thématique fabuleuse de la finance. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Encore une fois, merci tout le monde. Encore désolé que j'ai dû m'absenter pour un petit problème, une petite urgence ici. Bonne soirée pour ceux qui sont à Glasgow. Bonne nuit. Merci à tous. Bye bye. Bye tout le monde. Merci.